de quel droit l'ARS a transmis le statut vaccinal de tous les soignants qui ont refusé. De quel droit? Et j'aimerais, comme le professeur Tobiana a essayé de le faire avec la CADA, j'aimerais, madame ou monsieur l'ARS, toutes les régions de France, notamment la Réunion, qu'on sache le statut vaccinal, enfin, de toutes ces personnes qui décèdent. Alors, la Réunion, c'est petit, donc on le sait vite, qui décèdent, des gens de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui décèdent jamais de myocardite, d'infarctus. Avant, ça n'existait pas. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec le docteur Philippe de Chazourne, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau. C'est un médecin généraliste qui a œuvré comme il a pu pendant le Covid et qui s'est pris les institutions face à lui, comme bon nombre de médecins et de personnel de santé. Il va tout nous raconter. On va revenir évidemment sur cette période et aussi sur les conséquences de son action qui ont continué jusqu'en 2025. Mais avant cela, je voulais vous inviter à soutenir Nexus, l'un des derniers médias en kiosque sans publicité et sans subvention. Et c'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous proposer une information libre et indépendante. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, c'est grâce à vous que l'on peut poursuivre notre travail d'information et vous proposer des contenus en accès libre comme celui-là. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Daoud, merci à Nexus, temple de la liberté et de l'indépendance, de me recevoir, de nous recevoir, parce qu'évidemment je représente tout un tas de soignants et de victimes, donc merci à vous. Alors, avec plaisir, tu es le bienvenu. C'est vrai que Nexus, ça fait 25 ans qu'on essaie de poursuivre cette mission d'information et on continuera évidemment à donner la parole aux personnes comme toi qui œuvrent aussi à la liberté de soigner. Alors, tu as écrit 2 ouvrages, entre autres, je vais les montrer. Déjà, pour commencer, Covid-19 par les bécos, tu nous expliqueras ce que ça veut dire aux éditions Libri Nova. Histoire de vie brisée qu'il a bien fallu reconstruire. Il y a une série d'entretiens. Et préfacé par M. André Berkoff. Et tu m'as laissé un petit mot d'ailleurs, je te remercie. Et je le lirai juste après. Et Interdit d'exercer, toujours aux éditions Libri Nova, qui est paru en mars dernier. On en a beaucoup parlé, les médecins qui ont revendiqué le droit normal d'un médecin d'être libre de prescrire. Beaucoup de médecins se sont vus, radiés, menacés pendant la période sanitaire parce qu'ils prescrivaient des traitements. On disait « il n'y a pas de traitement, restez chez vous ». Voilà. Toi, tu es à La Réunion depuis 40 ans et tu étais à La Réunion à ce moment-là. Oui, c'est une longue histoire. Je suis arrivé à La Réunion en novembre 2025, moins 40, fin 1985. J'ai fait mon stage d'interne là-bas et puis ensuite il y a volontariat l'aide technique de Grenoble en fait. Un stage qui a duré longtemps. Mais un stage c'est pas fait pour terminer. Le médecin est en perpétuel doute et c'est un stagiaire en fait. Le jour où un médecin ne sera plus stagiaire et sera maître des lieux, je pense que les patients devront aller le fuir puisque le médecin, tous les jours il est en stage, tous les jours il doit apprendre. Et voilà, donc effectivement, je suis en stage depuis 40 ans, mais j'ai un parcours un peu particulier qui est très transversal, puisque je suis allé au centre 15 du SAMU pendant 30 ans, 35 ans. Centre 15, c'est important. Centre 15, c'est un centre, vous en avez à Paris, évidemment, dans toutes les régions de France. C'est un centre où vous sentez respirer les gens. Vous sentez battre le cœur des gens. Puis un jour, il ne bat plus. Et quand vous avez une injection qui arrive sur le marché et que des jeunes de 15, 16, 17 ans, docteur, oui, je suis en forme, j'ai aucun antécédent, mais on m'a fait une injection il y a 24 heures et là j'ai perdu la vue, où j'ai mal au cœur, une myocardite, où je suis pompier dans un lieu sud de l'île et j'ai fait un Guillain-Barré. Ça, c'est pas en 2025, c'est en 2021. À la suite de l'obligation vaccinale. À la suite de l'obligation vaccinale, puisque évidemment, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Mais si vous vouliez conserver un petit salaire quand même pour nourrir votre famille. On rappelle tous les pompiers suspendus, les soignants suspendus. Est-ce que toi-même, tu as été suspendu ? Alors moi, j'ai été suspendu comme tous les soignants pendant presque 2 ans, je crois. Mais surtout, j'étais interdit
interdit d'exercer sur une plainte de l'ARS qui date de 2020, l'ARS de La Réunion, parce qu'il trouvait que j'allais un peu trop dans les médias et je disais des choses bizarres. Comme quoi? Disons qu'on n'entendait pas sur d'autres ondes, on va dire du service public ou même de chaînes privées. Mais rien de bizarre. Je suis passé 10 ans à la Haute Autorité de Santé. J'étais correspondant à La Réunion, 10 ans à la HAS. Avant, ça s'appelait l'ANAS, Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Et je me fais quoi, là? Je ne fais que mettre en pratique ce que j'ai appris, la démarche qualité de la Haute Autorité de Santé, le bon sens, le primo non nocere, d'abord ne pas nuire, la balance bénéfice-risque. Voilà. Je ne fais que ça. Les recommandations, et on parlera peut-être d'un outil que j'aime bien et que j'ai répété à outrance, puisque je termine un cycle de conférences tout le mois de septembre en métropole. Ça a commencé par Annecy, Chambéry, et ensuite à côté de Crest, à Mirabel-les-Blacons, et puis à Lyon. Conférence sur quoi? Le 18 septembre. Le titre, c'était « Quel soignant demain, virgule, pour quel soigner ?» Alors d'abord, qui est soignant? Qui est soigné? Est-ce qu'aujourd'hui on peut être soigné? Est-ce que demain on sera encore soigné? Est-ce qu'aujourd'hui on est soignant? Est-ce que ce seront les mêmes demain? Ou il y aura peut-être quelque chose qui fera que l'algorithme dira non, toi, va faire. Je pense que tu seras peut-être bien de te reconvertir dans un autre métier qui n'a rien à voir avec le soin. Et il ne restera que des soignants, probablement qui feront bien leur métier, simplement qui auront un référentiel de vie, un référentiel d'avis qui ne correspond pas tout bêtement à ce que j'ai appris moi, à la Haute Autorité de Santé pendant 10 ans. Et c'est ça qui est le plus frappant, c'est que finalement, je ne suis pas un scientifique. C'est d'ailleurs dans le titre de mon premier livre, Médecin du doute, j'observe. Et les meilleures observations, les meilleures études en médecine, quoi que peuvent en penser, c'est le terrain. C'est le terrain, c'est l'observationnel. C'est absolument pas les études randomisées double aveugle, puisque tous les scandales sanitaires, finalement, c'est grâce à vous, patients, qu'on a réussi à... Je rappelle du Levothyrox, du Mediator... le nuage de Tchernobyl, enfin tous ces trucs où finalement, les études randomisées double aveugle n'avaient rien vu. C'est là la force des médecins généralistes, des médecins de ville qui voient beaucoup de patients, qui les voient régulièrement et qui peuvent forcément voir l'évolution de leur santé en fonction des traitements, en fonction de leur environnement. Il y a les médecins, bien sûr, mais je pense qu'il faut vraiment élargir aux infirmières, qui sont l'œil du... J'allais dire de l'œil du 20h, mais à la limite, c'est un peu ça. Parce que qui c'est qui travaille le soir, qui vont faire les insulines, qui vont faire les toilettes que tout le monde refuse? C'est les auxiliaires de vue, c'est les infirmières. Donc ces œils, c'est pas mal l'œil du 20h. Tiens, finalement, l'œil du 20h. Là où les gens sont rivés sur une autre chaîne télé que la vôtre, qui diffuse en permanence de la désinformation, en tout cas pas la bonne information, en tout cas sans aucun argumentaire. Cet œil de 20h ont montré effectivement que beaucoup souffraient. Et quand on appelait le 15, écoutez, j'ai le Covid, je suis pas bien. Oui, prenez du Doliprane. Et puis l'adage Doliprane domicile dodo, la règle des 3D, c'est terrible. Parce que finalement, on n'avait aucune possibilité, disait-on, de venir en aide. Alors que c'était d'une simplicité. C'est la première fois que face à une épidémie, face à des malades, on dit les médecins ne peuvent rien faire, restez chez vous. Oui, c'est très étonnant comment les médecins ont pu accepter cela. Et c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que toi, tu étais entouré à La Réunion de gens qui ont accepté, ou est-ce que tu avais des forces, des confrères qui te soutenaient et qui refusaient avec toi de laisser les gens finalement Alors, rester? Il y en a eu un petit peu, mais en fait, je les voyais venir. Moi, c'est pas tout mon combat, on va dire, anti-industrie, même si on en a besoin de l'industrie pharmaceutique. Mais ma première convocation à l'ordre, elle date de 2000. C'était simplement parce que j'avais écrit dans les journaux, grands journaux de La Réunion, le GIR et le quotidien de La Réunion, stop à ces charters qui emmènent tous médecins et familles en Afrique du Sud pour se former dans les plus grands hôtels. Donc j'avais été attaqué, j'ai gagné. Donc, vous savez, l'ordre, et c'est pour ça probablement que les médecins ne réagissent pas, mais l'ordre, c'est des gens d'une banalité, mais qu'on pourrait étiqueter vraiment de non essentiels. Ces gens-là ne sont pas essentiels du tout.
Et quant aux journées de l'indépendance médicale que j'avais organisées à un budget de quasiment 0 €, avec la participation du président de la Haute Autorité de Santé, Jean-Luc Arousseau, c'est pas rien quand même, 10 ans à la tête de la plus grosse institution, avec, il n'a pas pu venir au dernier moment, il devait venir, c'est M. Maranaki, directeur de l'ANSM, l'Agence du médicament, avec le directeur de la revue Prescrire, avec Foucras du Formadev, avec le président d'alors de l'Ordre des médecins, malheureusement décédé. On se rend compte que le lien de tout cela, tous ces gens-là, de tous ces gens qui ont accepté ces conflits d'intérêts. Et d'ailleurs, comme la loi l'oblige, puisque j'aurais dû te demander des conflits d'intérêts. Exactement. Puisque je pense que cette émission sera vue plus qu'une fois, là, toi et moi. J'espère. Donc, on va dire qu'elle est publique. Donc, la loi m'impose à déclarer mes conflits d'intérêts. Donc, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts, que ce soit avec l'industrie. Mais alors maintenant, on va élargir tout le système bancaire, les nouvelles technologies. Et on s'aperçoit que l'immense majorité des syndicats libéraux, il y a 6 représentants officiels, sont de mèche et font toute leur formation, soit avec l'industrie pharmaceutique, soit avec les assurances, et bientôt les banques. C'est d'ailleurs dans mon topo que j'avais montré dans les différentes conférences. Donc les conflits d'intérêts, on a le droit d'en avoir. Mais on n'a pas le droit de ne pas les déclarer, c'est la loi. Il faut le déclarer au moins pour qu'on sache à qui on parle. C'est quoi ce lien entre les médecins et les assureurs et les banques? Alors, je vais citer le nom d'un syndicat, le plus gros, qui s'appelle la CSMF. J'ai rien contre lui, sachant que si j'ai un tout petit peu des choses contre ce syndicat, et les autres d'ailleurs, la Confédération syndicale des médecins de France, il suffit d'aller sur leur formation, et je montre 2-3 diapos dans les conférences, l'un avec la MACSF, qui est d'ailleurs le sous-médical, c'est la même chose, qui est d'ailleurs plus ou moins très apparenté avec ce syndicat, mais d'autres syndicats peuvent aussi avoir des liens avec d'autres assurances. Rendez-vous compte que c'est le plus gros syndicat de médecins libéraux, pour lesquels nous avons cotisé. Tous ceux qui ont été sanctionnés ont cotisé pendant 30-40 ans. Et évidemment, quand vous êtes attaqué par l'ARS ou par l'ordre, vous avez besoin peut-être d'avocats, ça coûte cher. Bonjour monsieur, madame MACSF, j'ai cotisé à la protection juridique depuis 30-35 ans. J'aimerais, est-ce que c'est possible de bénéficier de votre aide pour avoir une aide juridique? Non. On nous a dit qu'on ne pouvait pas parce que ça concerne le Covid. Vous vous rendez compte la perversité de ces gens-là? C'est qu'ils ont reçu des ordres de l'État pour ne pas donner d'aide juridique à tous ces médecins libéraux qui ont cotisé pendant des années. D'autant que c'est des institutions privées, MACSF, qui devraient du coup remplir sa fonction. Alors c'est privé, vous savez, on parle de syndicats dits représentatifs. Vous en avez 6. Actuellement, ça veut dire quoi représentatif? On se présente à des élections pour les unions régionales des professionnels de santé. Vous avez 9 maintenant professionnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, etc. Vous en avez 9. Et vous gagnez des élections. Et donc, vous êtes représenté à la Sécu pour parler de la convention. C'est quoi une convention? Une convention, ce sont des discussions entre l'assurance maladie, les patients et syndicats. Ce qui fait que si vous allez voir un médecin demain, vous serez remboursé. C'est la convention médicale. Sauf que si vous signez la convention, vous touchez un tout petit pactole d'environ 1 200 000, 1 300 000. Qui sert à quoi cet argent? Il sert à financer les associations de formation continue qui sont affiliées à ces syndicats. Et c'est là où est le grand scandale, c'est que finalement, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de le fait que vous êtes 0% pub, 100% libre. Mais quelqu'un qui touche un pactole de la convention médicale, il est plus indépendant, il est plus libre. Et donc, est-ce que c'est des organismes privés? Plus ou moins, au même titre qu'un médecin libéral. Est-ce que c'est privé? Non, non, puisque c'est financé par la Sécu. Oui. Donc, c'est une très bonne question, mais j'en veux énormément à ces syndicats et tout ce qui tourne autour de la... Bon, là, c'est la médecine libérale, mais les syndicats hospitaliers, ils ont fait quoi pour protéger leurs salariés qui ont été du jour au lendemain mis à la porte sans aucune aide possible? Ils n'étaient pas licenciés. C'est ça. Ils étaient dans un espèce de trou noir juridique, c'est du jamais vu en France,
D'autant que ces mêmes soignants étaient applaudis, on se rappelle, à 20h. Je ne sais pas si à La Réunion, c'était pareil qu'en métropole, parce que nous, à 20h, Oui, bien sûr. Ouais. il y avait cette espèce de mascarade de mettre en valeur, ce qui est une bonne chose, sauf qu'on a laissé ceux qui n'ont pas voulu se faire injecter partir, comme tu disais, sans salaire, sans chômage, sans statut juridique qui leur permet de rebondir et sans aucun recours. Quel gâchis. Parce que dans ces soignants, alors maintenant, effectivement, on leur a donné la possibilité de revenir, sachant que la loi n'a pas été enlevée. Hein. Oui, elle est suspendue. Elle est suspendue. Mais ces gens-là, ils reviendront jamais dans le système de soins. Jamais, jamais, jamais. D'abord parce que certains se sont complètement reconvertis, parfois complètement en dehors du système de soins. Non, ils ont été maltraités. On les a mis quasiment dans des poubelles. Et c'est d'ailleurs ce que raconte le premier livre. J'ai interviewé, alors il y a des gens connus dans ce livre, il y a donc Péronne, Jean-Luc Michel, Fouché, enfin tous ces gens-là, Olivier Soulier qui est un grand ami. Mais il y a aussi des aides-soignants qui du jour au lendemain ont dit non, dehors. Oui. Et tu veux, non, tu reviens. Tous les anonymes qu'on ne connaît pas. Les anonymes. Qui, eux, en plus, auraient pu s'arranger pour faire défaut et passer entre les mailles du filet, mais ont refusé de jouer ce jeu-là. Et ont assumé leur position. Et eux, anonymement, dans le silence, parce qu'on n'a pas pu donner la parole à toutes ces personnes, se sont fait suspendre. Chapeau à eux, parce que je pense qu'il fallait sacrément être résistant dans l'âme et puis dans ce qu'on fait, pour accepter de parfois perdre sa famille, sa maison, sa voiture. Je raconte l'histoire dans le premier livre, s'appelle Covid par les bécoses, une infirmière qui a refusé de travailler. Et après, elle devait rembourser pour sa voiture, elle a dû vendre. Et ensuite, interdit bancaire. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont vécu ce que c'est qu'un interdit bancaire, mais qu'une fois que vous êtes sur la ligne rouge de la Banque de France, c'est fini. Hein. Ouais, c'est très dur dans ça. Et donc, quand on lui a donné la possibilité de revenir, Marie-Vonne, qui est donc cette infirmière, eh bien, il fallait qu'elle prenne un crédit pour acheter une voiture, sauf que fini, plus de crédit possible. C'était d'une violence inouïe, et je crois que, heureusement qu'il y a des médias comme vous. Faut pas oublier. Je crois que, d'abord parce que c'est loin d'être fini, et que souvent les gens nous disent, oui, bon allez, passe à autre chose. Non, jamais. Quand vous avez perdu un être cher, vous passez pas à autre chose. Donc il faut écrire, il faut témoigner, et c'est un peu ce que j'ai dit à Castres, et vraiment je vais remercier Cécile Maïchak. Extraordinaire il y avait une université d'été. Université d'été 2025 rassemblante. Et qui était magnifique, et des interventions très très et puis dont ce débat auquel j'ai participé avec 4 autres médecins exclus des soins. Il faut que les gens prennent le temps d'écouter. Ah mais ça on n'a pas le temps. Si t'as pas le temps, il ne faudra pas te plaindre que la prochaine fois en EHPAD tu sonneras au bord de ton lit que personne ne viendra. Parce que le problème il n'y a pas que les médecins, c'est donc tout ce personnel de santé avec un hôpital complètement aux abois, et qu'on commence à comprendre, tiens, j'ai pas de médecin, il y en a pas. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on le dit. Donc mon histoire à La Réunion date de début 2000, de mes années à Haute Autorité de Santé, et dans laquelle, en 2010-2012, j'ai été auditionné au Sénat, sur la grippe H1N1 avec Madame Bachelot, avec Monsieur Raoult, avec Péronne, avec tous ces gens qui, à ce moment-là, c'était les number one. J'ai eu la chance d'être auditionné, donc avec Gérard Batt. Et le gros bouquin de 650 pages que moi j'ai eu en tant que personne auditionnée, mais qu'on peut retrouver sur le site du Sénat, il y a tout. Qu'est-ce que tu as pu dire par une nouvelle pandémie. À cette occasion, qu'est-ce que tu as pu dire ? Et il n'y avait pas du tout cette notion de confinement. Ce mot a été inventé, absolument pas. Personne n'avait suggéré pour une nouvelle pandémie qu'il y aurait une possibilité d'avoir un confinement pour régler cette pandémie. Donc je vous rappelle quand même que la définition a changé en 2009, et qu'avant une pandémie, s'il y avait entre le Paris 16e, on dit n'importe quoi, 18e, Marseille, etc., le même virus, on parlait de pandémie, en fait, il s'agit de pays différents, s'il y avait une notion de mortalité. Du nombre de morts, là, Eh ben non. Maintenant, vous aurez un virus. Un rhume peut être une pandémie. Un rhume à Paris, un rhume en France, un rhume en Suisse et un rhume en Espagne. On va parler de pandémie. Et hop, l'OMS dit plan pandémie. Il faut le savoir, ça. Il faut quand même que les gens comprennent que même en utilisant les mêmes mots, les mots n'ont plus le même sens du tout avant que maintenant. Est-ce que tu penses que c'est d'abord par la modification du langage
qu'on modifie les comportements? Ils sont très forts. Ils sont très forts. Évidemment, tout est basé sur la peur. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, qui n'étaient pas au XVIe siècle quand même, hein, mais j'ai un petit peu les cheveux blancs et la barbe blanche, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Le diabète, on devait avoir du sucre en dessous de 1,40 g. 1,40 g. Plus le temps passe, plus les normes baissent. Maintenant, c'est 1,27 g. Puis on s'aperçoit que si c'est plus que 1 gramme, c'est-à-dire que le mot diabète, le même, quand j'ai commencé, sauf qu'il ne représente pas du tout pareil. Parce que plus la norme baisse, plus il y a de gens concernés. Et toi, au début de ta carrière, il y avait moins de gens qui rentraient dans la case diabète. Maintenant, alors, il peut y en avoir plus parce que à cause de l'alimentation, etc. Mais néanmoins, si on reprenait les normes de 1,40 g, il y aurait beaucoup moins de diabétiques. Ça ne veut pas dire que la norme était bonne à ce moment-là et pas bonne, simplement. Parce que c'est pareil pour le cholestérol, c'est pareil pour le poids, c'est pareil pour toutes les normes. La norme de détecter une pathologie, un cancer par exemple, cancer du sein, octobre rose, c'est très bien, hein, sauf que les examens deviennent tellement spécialisés qu'on va diagnostiquer des cellules cancéreuses, cancer du sein, pour quelque chose qui peut-être n'aurait jamais donné de cancer. C'est pareil pour le frottis, on y connaît le cancer du col qui a été mon dada par rapport aux gardes d'asile, je sais pas si on en parlera, puisque je suis dessus depuis 2006, j'étais le premier en France, puisque le garde d'asile est arrivé à La Réunion avant la métropole, mais qui est un vrai scandale. On a fait croire, on fait peur aux gens, une cellule cancéreuse, c'est pas un cancer. L'immense majorité, heureusement, s'autodétruisent. Il y a un équilibre, ce qu'on appelle une homéostasie dans le corps humain. Une homéostasie, un bon sens humain, un bon sens du corps peut-être, qui dit il y a des cellules pathologiques, on va les éliminer, on a les moyens de les éliminer. Donc le fait de détecter beaucoup plus tôt donne beaucoup plus de patients, de malades, et donc plus de business. Alors le cancer, cancer business, vous avez des films qui ont été faits là-dessus, bien sûr. Donc ça s'appelle les surdiagnostics. D'ailleurs, je vous parlais de ce qui s'était passé en 2012 donc, sur l'indépendance médicale à La Réunion. On avait fait un petit film et j'avais eu l'honneur de le présenter vers Boston, tout à mes frais, un voyage j'ai payé, sur le surdiagnostic par le BMJ, qui est probablement le deuxième plus grand ou troisième plus grand revue médicale. Après, peut-être le Lancet, mais enfin, maintenant qu'il y a le Lancet Gate, c'est un peu compliqué de parler d'une revue sérieuse. Sur le surdiagnostic, toutes ces pathologies pour lesquelles on regarde avec une loupe, mais la loupe, elle grossit de plus en plus. Mais non, il n'a pas de cancer. Si, regarde, enlève ta chemise. Moi, je vois un truc là. Ah ouais, c'est vrai. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le Covid, je mettais le masque. Pour la bronchiolite, bronchite asthmatiforme, Beyfortus depuis le 1er septembre dans toutes les cliniques et hôpitaux de France pour tous les bébés, quand même, pas obligatoire. Très Sauf que la femme qui vient de pousser comme une malade et qu'on lui dit oui, mais c'est pour le son bien-être. Bébé, bon. Oui, piquer. Alors c'est par voie nasale, je crois, le Beyfortus. Voie nasale. Ouais. C'est parce qu'il y a chez la femme enceinte et chez le nourrisson. Bon. Néanmoins, toute cette peur qu'on instille, c'est pas par hasard. Tout à l'heure, en venant vous voir, ça y est, le masque revient. Tu revois des masques déjà dans les transports. Oui, le masque revient. Alors pas beaucoup, heureusement. Et c'est là où le challenge, grâce à vous, est-ce que les gens ont compris? Ou à la moindre alerte gouvernementale ou des pays occidentaux disant qu'il y a quelque chose qui arrive, est-ce que les gens vont repartir? Je pense que s'ils repartent, franchement, c'est plus la peine de se battre, c'est fini. Donc on rêve tous à une espèce de résistance bien plus importante la prochaine fois que ce qui s'est passé. D'autant que là, récemment, on a vu 2-3 articles de presse qui veulent à nouveau nous faire peur sur des cas de Covid qui repartent. On sent que le narratif peut, à tout moment, reprendre du poil de la bête. Alors le narratif reprend, et là je ne peux m'empêcher de citer un monsieur, peut-être, je suis désolé, je vais comme citer ce nom, il s'appelle monsieur Stéphane Bern. J'étais en voiture ces jours-ci pour monter des Alpes à Paris, et sur les différentes radios que j'ai eues, monsieur Stéphane Bern dit: vous avez plus de 65 ans, vaccinez-vous contre le zona. Ah bon? Et à la fin de la pub, même sur le service public, France Info, France Inter, mais aussi donc toutes les autres chaînes,
c'est marqué financé par GSK. Non. J'ai passé mes 5 heures de route pour essayer, la prochaine fois, je l'enregistre. Donc, je conduisais et j'ai réussi à l'enregistrer. Mais c'est incroyable. Monsieur Stéphane Bern. Donc, payé par GSK. J'imagine, ou alors il est bon. Mais pourtant, c'est vrai qu'on. Peut-être bénévolement, mais. Il a l'air tellement gentil, ce monsieur. J'ai rien contre lui, mais c'est fini. Monsieur Bern. Il ne se rend peut-être pas compte. Probablement qu'il ne se rend pas compte. Mais sauf que ceux qui l'ont utilisé savent que c'est une personnalité très importante, aimée. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit. Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'il faut là? C'est vrai que le Zona, il semblerait qu'il en ait eu 2, mais c'est pas bien, monsieur Bern, c'est pas bien parce que renseignez-vous. Renseignez-vous de l'utilité de ce vaccin et surtout de la pathologie. Bon, c'est vrai que ça peut donner ce qu'on appelle les douleurs post-zoostériennes, mais de là en faire à une vaccination qui va coûter entre 4 et 6 milliards si on vaccine tous les gens de plus de 65 ans. Combien ça va rapporter à GSK? On va se poser la question. GSK et tous les leaders d'opinion. Tous les autres. Parce qu'évidemment, le GSK est le patron, mais les leaders d'opinion qui vont dans toutes les régions de France, dans les CHU, et puis... On oublie de poser cette question qui a l'air un peu triviale, mais qui finalement est à la base de tout questionnement. C'est à qui profite le crime? Quand on voit Pfizer, entre autres, parce que c'était le leader de l'injection pendant la crise Covid, multirécidiviste, multicondamné aux États-Unis, des milliards de dollars d'amende officiellement pour charlatanisme. Alors pour le coup, eux, ça a été marqué noir sur blanc, contrairement aux médecins qui ont été taxés de cet adjectif, alors que eux essaient de soigner. Et les gens leur font confiance. Parce que l'apparence peut-être, ou l'argument d'autorité fonctionne. Le 2 juin 2021, dans ces Bécos, j'interviewais Michel Rivasi. Merci Michel de tout ce que tu nous as donné. Qui est décédé il y a un an, il y a à peu près. Merci professeur Montagnier, merci Olivier Soulier, tous ces gens qui ont disparu. Michel Rivasi, elle nous racontait, donc ça, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne des Bécos, vous tapez Bécos. Alors comment ça s'écrit? Alors BEC, parce que c'est des becs qui osent. Qui ont causé, alors j'ai mis un S parce qu'il y en a plusieurs. C'est sur ton ouvrage là. Oser, les Bécos, le monde d'ose, enfin bref, vous tapez Bécos vidéo. Et puis vous allez retrouver cette interview de Michel Rivasi. Qu'elle disait le 2 juin 2021. Parce qu'il ne faudra pas dire quand même que, vous avez des choses comme ça. Je fais partie du conseil scientifique, à peu près 150 émissions depuis le 8 avril 2021 et qui continue. Bravo à eux. Moi, décalage horaire, c'est quand même compliqué de commencer une émission qui dure 2 heures à minuit. Eh bien, au Parlement européen, on leur avait autorisé d'aller voir les documents de Pfizer, justement, ceux qui étaient caviardés. Ils n'avaient pas le droit de prendre leur appareil photo, c'était minuté. Ils ne pouvaient pas prendre de notes, je crois. Pas prendre de notes. Mais quand elle raconte ça, Michel Rivasi, députée européenne de la Drôme pendant des années, très écologiste, je pense qu'une personne vraiment très très bien. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est qu'on prend les députés parlementaires pour des couillons. Pourquoi les gens réagissent pas, les parlementaires? Je pense qu'il y a du pognon. Moi, j'avais été auditionné pour le Mediator grâce à Gérard Badt, puis j'étais monté dans son bureau. Il me dit, tiens, viens voir dans mon bureau toute la pile de lobbyistes qui traînent dans ce Parlement. Et c'était il y a 10 ans. Tiens, on peut rappeler rapidement cette affaire du Mediator pour qu'on puisse... l'affaire du Mediator, c'était un coupe-faim anti-anorexigène. Donc, il y avait une dame qui s'appelait Irène Frachon, donc pneumologue à Brest, et qui avait révélé ce scandale. Et un film en était sorti, qui s'appelle La fille de Brest, et pour lequel on avait conclu, grâce à une certaine délation du centre pharmacovigilance, qui me semble que c'était, je ne sais plus, dans l'est de la France ou à Besançon, je ne sais plus, qui avait montré des gros effets indésirables. Donc attends, on donnait ce médicament à des personnes qui voulaient réduire leur faim pour manger moins? Oui, et non, c'était un antidiabétique. Alors que c'était un antidiabétique de base, ils se sont rendus compte que ça coûtait la faim. Oui, enfin, ils ont été donnés aussi pour ça. C'est ça. Sauf qu'il était connu avant, pour avoir des effets indésirables. Ça, il faudrait revoir avec Irène Frachon. Mais simplement, d'ailleurs... Comme quoi, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Et le il, c'est qui? L'industrie pharma, et puis les sbires d'en dessous. Parce que les médecins qui ont prescrit ça savaient. On a fait une conférence avec Irène, donc c'était il y a une dizaine d'années, la corruption en col blanc. Ouais. Corruption en col blanc. C'est pas forcément l'industrie. Tous ces gens qui en col blanc, vous les trouvez peut-être dans les transports, là, en col blanc. Et c'est pas les blue jeans qui vont faire la corruption. La corruption systémique, c'est des gens qui paraissent bien comme ça, comme nous peut-être. Non, on n'a pas de col blanc, mais ça tombe bien. Un peu froissé d'ailleurs. Un peu froissé.
La corruption en col blanc, c'est ça. Et Jean-Dominique Michel, quand il parle de corruption systémique, et non pas systématique, systémique, ça veut dire en fait c'est le système. Oui. Dès la première année de médecine, l'industrie pharmaceutique est présente. Comment ça se passe, c'est-à-dire quand ils sont présents, on dit on donne un sac, sympa, puis on voit des délégués toutes mignonnes, mais on ne parle pas de médicaments, on n'a pas le droit. Les nouvelles lois, on n'a pas le droit. 2e année, 3e année, 6e année, les journées de l'internat, et puis après, il y a la formation continue post-universitaire. Les petits déjeuners, je suis sûr qu'ici à Paris, vous avez les petits déjeuners souvent offerts tous les matins, à 3, 4, avec l'industrie, et puis le déjeuner, puis le dîner. Je ne parlerai pas du coucher, j'espère, quoique. Mais les voyages, même si officiellement c'est interdit, mais on voit bien. Pourquoi ? Pour des congrès, des salons. Les congrès, enfin tout ça, c'est. Ça fait des vacances, quoi. C'est sympa. Vacances, oui, puis surtout on peut emmener sa famille, quoi. C'est sympa quand même. Les pauvres, on les voit pas trop. Hein. Donc ça commence comme ça, ce pied dans la porte, où il y a une espèce de complicité, d'acceptation de certains médecins qui. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien, sur le nouveau président de l'OR là, qui m'attaque pour ce que je dise là, parce que professeur Stéphane Oustric, vous êtes président du Conseil national de l'OR depuis le 25 juin 2025. Alors, soit ce qu'on dit, moi et d'autres, est faux. Et dans ce cas-là, vous portez plainte contre moi. Je revendique que vous portiez de nouveau plainte contre moi. Ça donnera l'occasion de faire un 3e livre ou 4e. Soit c'est vrai, et dans ce cas-là, il faut mettre un terme à ces pratiques dangereuses et qui ne sont pas du tout pour le bien du patient. Il porte plainte sur quel propos ? Que je viens de dire, comme quoi il y a des voyages payés. Et monsieur professeur Lionel Lolem, non pardon, professeur Lionel Collet, nouveau président de la Haute Autorité de Santé, j'aimerais que vous portiez plainte contre moi si ce que je dis à l'instant est faux ou pas. Mais en plus, c'est des données publiques. On peut aujourd'hui rentrer le nom de tel médecin pour voir ses conflits d'intérêts, les subventions qu'il a reçues de tel ou tel labo. C'est pas caché. Monsieur le Président de la HS, je vais vous dire quelque chose. Je vous incite à voir un peu au niveau du Gardasil, du vaccin anti-HPV contre le cancer du col de l'utérus. Il y a 2 outils que moi j'ai appris dans votre maison, 2 pas du Stade de France, à Saint-Denis, non pas de La Réunion, mais Saint-Denis là-bas, au nord de Paris, qui s'appellent le SMR et l'ASMR. Amélioration du service médical rendu. Eh bien ce Gardasil, le SMR, qui peut se décliner en différents niveaux, qu'on appelle majeur, important. Le Gardasil, il a un SMR majeur, c'est-à-dire qu'en fait, on a prouvé son efficacité. Sauf que, quand vous regardez en détail, on a prouvé son efficacité sur quelques virus qui sont contenus dans le vaccin. Et ça, on est tous d'accord. J'avais fait une conférence de presse, grâce à Gérard Batt, en 2014, je crois, à l'Assemblée nationale, conférence de presse, où il y avait plusieurs organes de presse, dont Corinne Lalo, dont je salue le courage qui était alors à TF1, reporter à TF1. Et donc, avec Catherine Riva, journaliste suisse, et Jean-Pierre Spinoza, gynécologue, obstétricien, oncologue suisse, qui avait publié un magnifique livre que je vous invite à vous procurer, il s'appelle « La piqûre de trop », qui explique tout. Et donc, cette SMR ne concerne pas du tout le vaccin, mais le vaccin, si par rapport aux souches qu'il contient. Sauf que... Il ne contient pas toutes les souches ça contient à peu près 70%, mais les 30%, là, votre fille, votre grand-mère, ils n'ont pas osé encore vacciner contre le Gardasil. Ce qu'ils veulent, c'est de ne pas avoir de cancer du col de l'utérus. C'est pas ne pas avoir le cancer du col des souches là. Donc quand on considère, on appelle ça toutes HPV confondues, donc tous les HPV, Human Papillovirus confondus, on s'avère qu'il y a très peu d'efficacité. Ça, c'est le SMR. J'aimerais quand même que monsieur le président de l'HAS dise, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle du consentement. On parle souvent du consentement éclairé pour les patients. Mais moi, je voudrais aussi que le consentement éclairé, honnête, des médecins et des soignants, des injecteurs. Et si on avait fait ça pour les injections Covid, je pense que il y aurait eu beaucoup moins de soignants pour injecter s'ils savaient que finalement, on savait que ça réduisait absolument pas la contagiosité, qu'il y avait possibilité d'effets indésirables. Vous savez déjà à l'époque, dans les documents, encore fallait-il prendre le temps d'aller chercher, mais ça rapportait quand même pas mal. Il y a des médecins qui disaient toucher jusqu'à 3-4 000 euros par week-end. M. Bourla était bien content aussi, le président de Pfizer. De Pfizer. Et donc...
Et l'autre outil, donc ça veut dire qu'il faut changer la notice en disant attention, oui, ça peut être intéressant dans ces virus, mais il ne faut pas tromper les jeunes filles, maintenant les jeunes garçons, il ne faut pas tromper les mères en disant si vous vaccinez pas votre fille, en gros vous l'aimez pas. C'est ça qu'on a dit. Au même titre qu'un président de la République actuel en France a dit mais si vous enfermez pas vos parents le jour de Noël à manger tout seul le gâteau dans la cuisine, c'est que vous les aimez pas parce que vous êtes capable de leur transmettre le virus. C'était pas Delfrécy qui avait dit ça, non? C'est peut-être Delfrécy qui aurait peut-être dit abandonner sa casquette de président de comité d'éthique quand même en mettant le président du conseil scientifique parce que rien n'a été éthique. Et comment une personne, le jour, peut être au conseil scientifique et la nuit, ou l'inverse, peut être président du conseil national d'éthique. Monsieur Delfrécy, j'aimerais, puisque vous parcourez le tour de France avec vos bouquins, qu'au moins que le bénéfice de ces bouquins aille aux soignants suspendus, qui ont été interdits d'exercer. Merci de nous rendre la monnaie de la pièce quand même, parce que à cause, même si on vous entendait bien dire quel bonheur de voir toutes ces rues vides. Et quand je pense, j'étais le seul responsable, monsieur Delfrécy, oui, vous êtes un responsable de milliers de morts et de milliers de morts corporelles ou même de morts sociales. Psychologiques. Quelle détresse psychologique aussi. Voilà. Et donc, et en fait, vous savez, ces gens n'ont même pas respecté les règles de la Haute Autorité de Santé. C'est pour ça que je parle du SMR et SMR par rapport aux gardes d'asile, mais le X-Chic, vous avez peut-être entendu parler, puisque je suis de La Réunion, le vaccin chikungunya, où ça a été dans tous les médias, 2 morts, etc. Alors, c'est un peu couillon ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé au moment où M. Macron, avec sa besace, était sur place. C'était en quelle année, ça? C'était le 31 mars 2025, puisque je le raconte dans le livre. Il vient avec sa besace 140 000 vaccins contre le chikungunya, et on s'aperçoit que ça n'avait jamais été testé, et que le chikungunya, eh bien, le X-Chic a un ASMR4 qui est mineur. C'est-à-dire que l'amélioration du service médical rendu de ce X-Chic est de 4 sur 5. Le 1, c'est majeur, 2, important, 3, modéré. Mais est-ce qu'on se rend compte quand même, et les Réunionnais, un jour ou l'autre, ils vont le savoir, ça. Ils ne sont pas couillons. Mais c'est obligatoire là-bas? Non, c'est recommandé. Mais il y en a qui se font... Il n'y a plus. Parce que, alors là, pour le coup, qu'on soit anti-vax, même si ce mot ne veut rien dire, les populations réunionnaises, je pense que c'est bon. Je crois que là, ils ont compris. On leur a dit officiellement qu'en fait, on faisait une expérience grandeur nature chez eux, qui a eu des effets indésirables, peut-être, parce que moi, je ne suis même pas sûr que ce soit dû à ça. En tous les cas, les médias en ont tellement parlé. Et puis qu'il y avait en même temps le ministre de la Santé qui dit excusez-nous de nous demander pardon, mais effectivement, on va exclure les plus de 65 ans pour cette vaccination. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que ce livre, Interdit d'exercer, dont les dates imposées du 1er mars 2025 au 31 mars, c'est magnifique. Merci le Conseil national. Donc pendant un mois, tu as été suspendu suite à tes propos. C'était un mois prolifique. Surtout, le 1er mars, qu'est-ce qui s'est passé? Garance, cyclone tropical intense qui a dévasté l'Est. De quoi a-t-on besoin lors d'un cyclone? De soignants, de pompiers. Qui vont peut-être ramasser, et de psychologues. Vrai, surtout qu'on en manque. Le 1er mars, personnellement, je t'interdis. Il y en avait un en moins. Il y en avait un en moins, et en fait, beaucoup plus. 31 mars, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de ma période, c'est magnifique. Ministre de la Santé, Monsieur le Président de la République, pour le chikungunya. Merci Lord de m'avoir imposé ces dates, parce que franchement, il n'y aurait pas pu avoir mieux. Qu'est-ce qu'on attend d'un chikungunya, qui est donc ce qu'on appelle la maladie du dos courbé, que j'avais beaucoup publié là-dessus en 2006, la première épidémie? Une personne âgée, une des nécessités qu'elle a à faire, c'est d'ouvrir sa bouteille pour boire. Sauf que le chikungunya, donnant des douleurs articulaires énormes, ne pouvait même plus ouvrir la bouteille. Faute d'accompagnement. Et si elle tombait, qui c'est qui tombe à domicile? Et en tant qu'ancien régulateur du 15, on le sait. Bonjour monsieur et madame les pompiers, le SDIS, il y a quelqu'un qui est tombé, vous pouvez le ramasser. Si vous avez des pompiers en moins, comme ça s'est passé, et dans les derniers Bécauses, vous écouterez ces 2 pompiers absolument incroyables de La Réunion, qui mouraient d'envie d'aller éteindre les feux dans l'Aquitaine, en France, il y a 2-3 ans, et qui ont dit non, tu n'es pas injecté, tu ne vas pas y aller, mais je voudrais aider. C'est-à-dire pour aller combattre le feu, il faut être injecté. Et voilà, non, pas du tout. Pour éteindre le feu, il fallait être injecté si vous étiez français, pompier français. Mais les autres pompiers qui sont venus aider, on leur demandait absolument pas statut vaccinal. Mais est-ce que les gens se rendent compte de tout ça? Et je crois qu'il y a un moment,
on n'est plus en colère. On dit, regardez les faits. Voilà. Ayez au moins la gentillesse et l'humilité de dire que vous êtes trompé. Peut-être que c'est avec honnêteté, c'est possible. Bon, voilà. En tout cas, on voit bien quand on s'intéresse aux expériences sociales, comme l'expérience de Milgram, à quel point une autorité peut faire n'importe quoi à n'importe qui, en tout cas aux 80% de la masse, et que malheureusement, il y aura toujours quelqu'un pour appliquer des ordres absurdes. Je ne sais même plus si c'est une question d'erreur, c'est peut-être une question de manipulation psychologique par l'autorité, et ils l'ont très bien exploité. Oui, alors il y a plein de gens qui ont écrit des livres là-dessus. Bien sûr, quand on gère par la peur, c'est sûr que si on dit qu'il n'y a plus d'allocation, on ne pouvait plus aller dans les magasins pour les jeunes, et on peut les comprendre, on ne pouvait plus voyager, plus aller au ciné, on leur dit l'État. En fait, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un État ne veuille pas du bien pour sa population. C'est vrai que c'est inimaginable. Toi, avant, tu te posais toutes ces questions justement Oui, parce que depuis 2000, j'ai bien vu l'histoire, le fait d'avoir été auditionné à l'Assemblée nationale et le Mediator, je l'ai vu venir, ça. Je l'ai vu venir depuis bien avant. Oui, que l'intérêt général n'était pas je voyais bien que qu'il y avait de plus en plus de signes qui indiquaient qu'on n'allait pas vraiment sur le bon chemin, quoi. Mais justement, à Chahine, donc toi, tu as été auditionné, on a vu que ça n'a pas pris. Ils ont essayé, ça n'a pas pris. À ce moment-là, toi, tu témoignes de quoi? Alors, ça n'a pas pris pourquoi? C'est pas compliqué. Ça n'a pas pris parce que les médecins libéraux ont refusé que les injections se fassent dans des vaccinodromes, pas dans leur cabinet. Mais ils ont loupé une étape et ils l'ont fait la fois suivante pour le Covid. C'est qu'en fait, si vous dites aux médecins libéraux, bah non, on va trouver les injecteurs, ils le font sans vous. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé en 2022-2023 pour les injections? C'est qu'on a dit aux médecins libéraux, entre autres, si vous vaccinez dans vos cabinets, vous d'abord faire une première consultation, voir pas de contre-indication, et puis vous injectez, la personne revient une deuxième fois. À mon avis, ils n'ont pas dû revenir 2 fois, mais ça permet de coder 2 fois. Et surtout, les vaccinodromes, vous pouvez aller injecter les gens. Attention, messieurs les injecteurs, ou mesdames, attention, messieurs et mesdames, les prescripteurs, attention, et mesdames, les dispensateurs. Un dispensateur, c'est les pharmaciens. Le pénal, ça va vous concerner, parce que vous êtes tous responsables. Et injecter un produit sans le consentement libre, éclairé et loyal de toutes ces personnes, et c'est ce qui a beaucoup gêné l'argumentaire de l'ARS, c'est qu'on a la preuve que la case cossée déjà que les gens devaient remplir, il n'y avait pas de possibilité qu'ils refusent. Donc le consentement n'a pas été donné, n'a pas été fait dans les vaccinodromes. C'est complètement contraire à toutes les lois éthiques et de déontologie dont se réclame l'ordre. Et là aussi, il va falloir que l'ordre... Alors, on sait qu'un peu partout, l'ordre est une institution, mais en fait, dans chaque institution, vous avez des humains. Et il y a beaucoup d'humains qui se disent, mais comment je vais pouvoir... Parce que, en fait, ils ont raison, les complotistes, là. Ils ont raison, mais comment on peut les soutenir alors que si moi je cause, je vais être rayé de la carte. Ils se sont sentis seuls, ces gens-là, isolés. Complètement, mais on ne désespère pas. Moi, j'attends impatiemment le premier préfet, la première directrice d'ARS, le premier président d'ordre départemental ou régional qui dira « Bon, ça suffit, non, excusez-moi, on va essayer de réparer ensemble, retravailler ensemble, il ne s'agit pas de voir le châtiment. » Bon. Voilà, donc je pense que ça va arriver parce que le boomerang, il va leur revenir en pleine face, surtout quand on utilise leurs outils. ASMR, SMR, niveau de preuve, ce qu'on appelle niveau de preuve, les recommandations. Et voilà, bon, c'est une question de temps, c'est très long, mais à tous les soignants, à toutes les victimes, prenez patience, on va y arriver, restons unis, laissons nos égos de côté et gardons un bruit de fond pour pas qu'on oublie. Ça peut durer plusieurs années, mais on y arrivera. Comment ça s'est passé, les confinements à La Réunion? Est-ce que c'était la même ambiance qu'en métropole en termes de, on va dire, contrôle policier, de cadre, de contexte C'était la même chose, alors qu'on n'avait pas de cas, parce qu'on est un département, donc il faut que tout soit pareil. Bon, on a 10 000 km, c'est pas grave. Vous vous rendez compte qu'il y a des vidéos qu'on tournait où quelqu'un avait eu le malheur de vouloir aller se baigner sur une plage. Et voilà-t-il pas que l'hélico arrive. Chez vous? Chez nous. Parce qu'en métropole, oui, on a vu ça. En mitraillette, le type on le voit courir sur la route et puis ils le perdent. Ah, mais c'est
Mais je veux dire, est-ce qu'on rend compte? C'est pour ça que merci c'est la à Nexus, définition de merci à tous ces médias qui font des petits podcasts de quelques secondes, quelques minutes, de faire redire ce qu'ont dit certains personnages horribles, des acteurs connus, des politiciens, des je sais pas. Mais est-ce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont dit? D'une violence. On a dit, mais ces gens qui ne veulent pas se faire soigner, s'ils sont malades, on ne prend plus en charge. Voilà, on les prendra plus en charge. Mais il y a eu, on peut oser dire, une sorte d'apartheid dans la société entre les non injectés et les personnes injectées. Et il y a eu beaucoup de violence envers ceux qui ne voulaient pas être injectés et qui voulaient faire valoir leur liberté. Normalement, on est libre de son corps, parce qu'on essaie un petit peu aujourd'hui, il y a les débats, alors c'est toujours, comment dire, double standard. C'est-à-dire qu'on nous dit, bon, il y a ceux qui veulent changer de genre, c'est leur liberté, donc ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Par contre, ceux qui ne veulent pas être injectés, ils n'ont pas la liberté. Il y a le fameux, tu sais, seuil d'injection collective pour, entre guillemets, avoir la protection. Ouais, alors ça, c'est une invention qui est basée sur quelle recherche? Surtout, on a toujours dit qu'il fallait jamais vacciner en période épidémique, ça, jamais qu'on le rappelle. Et à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que l'histoire du seuil, où c'est purement théorique. Et on sait pas. D'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler pourquoi c'est si important de ne pas vacciner en période épidémique? Eh bien, parce que ça peut augmenter les résistances, et puis les souches, comment on appelle ça, les variants. Sur quoi je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est quelque chose qu'on a toujours appris et qu'on vaccine pas une personne qui est potentiellement faillible et immunodéprimée par éventuellement la maladie. C'est valable pour toutes les autres injections d'ailleurs. On ne va pas vacciner contre la rougeole quelqu'un qui est en train de faire la rougeole. Enfin, ça n'a pas de sens. Et outre le fait que de toute façon, ça met un temps de plusieurs semaines entre l'efficacité d'une injection, d'un vaccin enfin, l'efficacité. Donc, de toute façon, la maladie sera terminée, les symptômes seront terminés avant même l'efficacité de l'injection. Qu'est-ce qu'il aurait dû être fait selon toi pendant cette période et qu'est-ce que toi tu as pu faire en tant que médecin durant cette période? Alors, moi j'avais compris, donc je m'étais arrêté, je ne voulais plus voir, j'avais pratiquement plus de patients. La régulation au centre 15, je l'ai continué encore 1 ou 2 ans jusqu'à ce qu'on me dise écoute, il faut que tu arrêtes de causer, sinon on te vire. Je dis, il n'y a pas de souci, ciao, je me vire moi-même. Sauf que et ça a fait le buzz dans tous les médias ici, avec une interview sur Antenne Réunion où je montrais ce petit carnet où j'avais pris des photos d'écran du centre 15 avec la numéro de fiche, le nom des patients et ce pourquoi ils appelaient, et notamment, comme j'en parlais tout à l'heure, le syndrome de Guillain-Barré chez un pompier du Sud ou ces jeunes qui a perdu la vue. Alors l'amorose, c'est une vue transitoire, mais des AIT, des accidents ischémiques transitoires, des AVC, des myocardites, pour lesquels il me semblait que les centres 15, d'ailleurs comme dans toute la France, sont les meilleures veilles sanitaires parce que finalement, ils entendent respirer la population, ils savent ce qui se passe tout le temps, 24 heures sur 24, il n'y a pas de jour férié. Ben non, pas de retour d'information. Ça ne retourne pas les cas qu'on pouvait supposer, parce qu'on ne peut pas conclure dans une régulation qui dure 3 minutes, mais il aurait été intéressant que les ARS soient au courant. Et ensuite, que les centres pharmacovigilance soient été au courant. Au même titre que les médecins n'ont pas fait leur travail. Si un patient vient le voir en disant « Écoutez, je me suis fait injecter là à 18h, et puis écoute, 3 heures après, j'ai un truc qui s'est passé. » Oui, ben non, d'abord, il ne peut pas y avoir d'effet indésirable avant 14 jours. Donc, on exclut, ça peut être en rapport avec ça. Exact, c'est vrai, vous avez dit. Et puis surtout, donc, je ne déclare pas. Et donc, je vois le coup, où la NSM, l'Agence nationale de sûreté des médicaments, va dire les médecins, ils n'ont pas fait remonter l'information, donc nous, on ne sait pas tout ça. Et ils auront raison. Sauf qu'avant, on leur a dit la petite musique en disant il ne peut pas y avoir d'effet indésirable, perdez pas votre temps à déclarer. Donc les médecins de base disaient c'est pas possible, donc déjà avant 14 jours, niet, il n'y avait aucune remontée de pharmacovigilance, et donc tous ces effets secondaires n'ont jamais été pris en compte. Sur les 15 premiers jours, non. Et puis surtout, ça s'arrêtait au bout de 2 mois ou 3 mois. Donc, toutes ces pathologies, les maladies de Creutzfeldt-Jakob, enfin, toutes ces pathologies immunologiques ou qui prennent du temps, comment faire le rapport entre une injection et ça? Ça ne sera pas possible. Et ils auront raison, parce que en disant, mais donnez-nous la preuve qu'il peut y avoir un rapport, mais c'est très compliqué. Et c'est là où je tire le chapeau à des chercheurs comme Jean-Marc Sabatier, qui risquent de perdre sa place au CNRS. Et je veux dire, je l'ai vu il y a quelques jours,
je vais acheter son livre. Je vous incite vraiment à acheter le dernier livre de Jean-Marc Sabatier, S-A-B-A-T-I-E-R, qui est un chercheur hors pair, internationalement connu, bien au-delà de la France, et qui explique tout avec son système rénine-angiotensine, où vraiment, il faut vraiment être chercheur pour comprendre, mais qui explique toutes ces pathologies, qui donnent des thromboses. Donc, accident ischémique transitoire, AVC, des thromboses un peu partout, des phlébites, des embolies pulmonaires, et qui explique de façon anatomopathologique pourquoi ces injections ARN donnaient ce genre de soucis. Vous dites ça à un médecin, il dit non, moi je suis ce qu'on me dit de faire et voilà. Ben oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Les médecins sont pour la plupart pas trop des enquêteurs sur ces cas-là. Je pense que nos études ne nous emmènent pas du tout à enquêter et à avoir un analyse critique. Je suis le premier à penser que je suis d'une ignardise. Parce que la médecine, c'est un art, c'est une accumulation de connaissances que personnellement, c'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre à votre question précise tout à l'heure, c'est que chacun son boulot. Moi, je suis un observationnel du Centre 15, un observationnel de ce que je vois de mes propres yeux, de mes propres oreilles, mais on a l'impression que certaines personnes qui passent en boucle à BFM TV, c'est peut-être pas celle-là qu'on va écouter, mais plutôt des gens comme Alexandra Henrianco, Jean-Marc Sabatier, des gens qui, évidemment, d'ailleurs, en plus, Alexandra a eu la gentillesse de préfacer le dernier livre, et comme Martine Vonner, ouais. qui, je connais très bien, qui a été harcelée, mais c'est horrible ce qu'elle a vécu seule à l'Assemblée nationale. Mais quel courage ont ces deux femmes, parce que évidemment, elles sont des pressions, des menaces pour qu'elles arrêtent de causer. Non, ces gens-là n'arrêteront pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils n'arrêteront pas. Monsieur Perron n'arrêtera pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Jean-Marc Sabatier, il perdra peut-être son poste, c'est pas grave. Et les médecins libres n'arrêteront pas de prescrire aussi en prenant des risques. Bon, il y en a qui ont subi des radiations, il y en a qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Est-ce que toi, tu as réussi, tu as pu traiter des gens pendant cette période sanitaire? Comme j'avais quasiment... en fait, j'étais sur ce Covid de façon dans les médias depuis le début, mais j'avais choisi personnellement de quitter cette profession tant je voyais le truc venir. Donc depuis 2020, j'ai même pas eu l'occasion j'ai des Covid, mais par relation, mais pas en tant que médecin. En tant que médecin. Parce que maintenant, je m'occupe beaucoup plus et c'est passionnant et il y a des conséquences par rapport au Covid. C'est les personnes en souffrance morale pour lesquelles ils ont besoin de mise sous tutelle, protection juridique. Et ça, on en parle très peu, mais le Covid a été effroyable pour toutes ces personnes âgées et parfois des jeunes qui n'ont plus aucun repère. Et le Covid a entraîné une espèce d'informatisation et de choses où l'humain n'existe plus au bout du téléphone, ce qui fait que vous avez des personnes qui sont complètement hors circuit, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'humain. Et avant Covid, alors est-ce que c'est une conséquence directe ou indirecte? En tous les cas, on le note, l'humain disparaît. Et voilà, donc ces personnes-là, Alexandra, Martine, et puis il y en a d'autres, elles sont magnifiques, elles se battront jusqu'au bout, comme toutes les victimes elles-mêmes, ou les familles de victimes. Et vous savez, à Castres, le 13 et 14, le 12 et le 13 septembre, qu'est-ce que c'était émouvant quand ils ont repris les masques blancs, défiler dans la grande salle où on dédicaçait les livres, sans bruit, sans colère, sans visage. On se rappelle de ces personnes, ces artistes qui défilaient un peu partout en France, dont à Paris, pendant la crise sanitaire pour alerter, donc tout vêtu de blanc avec ce masque blanc et ces enregistrements pour faire réagir les gens au totalitarisme sanitaire qu'on vivait à l'époque. Ouais. Bravo à toutes les personnes qui ont mis en œuvre ces masques blancs. Alors c'est une force quand les gens disent rien, en fait. Vous voyez un masque avec la photo d'une personne sur soi, avec décédé. Ils n'ont pas besoin de crier. La colère, elle est dans leur cœur. Et voilà, après, il peut y avoir des gens insensibles qui ne les regardent pas, qui vont les voir ailleurs, mais un jour ou l'autre, ils seront bien obligés de regarder la vérité en face. Et souvent, dans les dédicaces de mes livres, je mets la vérité est dure comme la pierre, explosive comme un volcan. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, la vérité sortira. Alors on aimerait que ça sorte le plus vite possible. Elle sortira. Alors tu as aussi fondé une association. Je voulais te demander un petit peu de
nous expliquer en quoi elle consiste, cette association Med-Océan? Alors c'est quelque chose que j'avais cofondé avec un collègue, donc le deuxième correspondant de la HAS. À ce moment-là, c'était l'ANAS, donc à La Réunion. Et cette institution, comme souvent, ils disent écoutez, on n'a pas d'argent, mais débrouillez-vous pour faire des actions sans argent. Ok, bon. Être créatif. À cette époque-là, il existait le Fonds d'aide à la qualité des soins de vie, le FAQSV, Fonds d'aide à la qualité des soins de vie, qui était un financement sécu pour faire des études. Et nous avons simplement eu le prix de recherche France, décerné au CNIT à la Défense à Paris, sur l'étude randomisée double aveugle sur la visite de pair, PIRS, c'est-à-dire par rapport au diabète, quand on va rencontrer son père, PIRS, c'est-à-dire médecin généraliste, ça peut être aussi radiologue, psychiatre, chirurgien, sur les bonnes pratiques en fait, de la Haute Autorité de Santé. Il s'avère que quand on discute comme ça, il y a une amélioration des médecins par rapport à la prise en charge de leurs patients. Donc on a fait ça sur le diabète et le rein. Donc la Sécu a permis de financer ces études, et puis donc cette association, qui maintenant vivote malheureusement, mais c'est sur le site de Med-Océan, vous verrez in extenso l'interview au Sénat, sans aucune coupure, l'interview à l'Assemblée nationale, sans aucune coupure, la conférence de presse que j'ai faite avec Michel Rivasi, donc au Parlement européen à Paris, la représentation du Parlement européen à Bouvard-Saint-Germain sur le secret médical, le secret médical 2016, et puis sur le garde d'asile. Secret médical, c'est... tout le monde s'en fout maintenant, on sait tout de tout le monde. C'est vrai que rien que de poser la question à quelqu'un, êtes-vous vacciné ? Ça ne se faisait pas avant le Covid. J'ai été convoqué à l'ordre la énième fois en décembre 2022, où on m'avait demandé, je représente l'ordre, est-ce que tu as besoin d'argent pour financer? Parce qu'on m'a dit que tu ne pouvais plus exercer. Ok, je ne peux plus exercer, mais enfin, si je ne peux pas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a peut-être l'ARS qui a transmis à la Sécu, qui a transmis mon statut vaccinal. Et le secret médical, de quel droit l'ARS a transmis le statut vaccinal de tous les soignants qu'on refusait? De quel droit? Et j'aimerais, comme le professeur Tobiana a essayé de le faire avec la CADA, j'aimerais, madame ou monsieur l'ARS, toutes les régions de France, notamment la Réunion, qu'on sache le statut vaccinal, enfin, de toutes ces personnes qui décèdent. À La Réunion, c'est petit, donc on le sait vite, qui décèdent, des gens de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui décèdent jamais de myocardite, d'infarctus. Avant, ça n'existait pas. Vous ne voyez pas, toi? Non, ça, on ne se voyait jamais. On voyait des troubles du rythme sur un terrain de sport, ça c'est connu, ok, mais c'est vraiment très très peu. Là, c'est tout le temps. Tout le temps. Il y en a moins 2-3 fois par semaine des jeunes à qui à 5h55 sur les ondes de RFO, enfin Réunion la Première ou d'autres, annoncent le décès. Alors, on ne dit pas qu'il y a un rapport, mais j'aimerais connaître le statut vaccinal de ces gens-là et de tous ces gens qui ont été hospitalisés. Si par hasard, peut-être qu'ils ont été injectés, juste pour savoir. C'est là où les recherches de Jean-Marc Sabatier pourraient être une piste de compréhension de pourquoi est-ce que ces personnes sont atteintes de ces pathologies ensuite? Parce que ça atteint le système SRA. Bien sûr, pour ça. Et puis au niveau des chiffres, vous demandez à Pierre Chaillot, tout est là. Donc ça serait bien que vous nous aidiez à savoir un peu s'il y a une éventuelle responsabilité. Parce que s'il y a une éventuelle responsabilité dans le sens où tous ces gens qui meurent, ces jeunes, ont pratiquement... On va pas vous demander individuellement, on trahirait le secret médical et nous, on est... protecteur secret médical. Mais un pourcentage, dites-nous en gros, est-ce que c'est 98% qui ont été injectés ou peut-être non injectés? Dans ce cas-là, ok, mais à culpa, on s'est trompé. Dites-le nous, ayez l'honnêteté de le dire. De toute façon, vous serez obligé de le dire. Mais faites-le de bonne vous-même. Tu as constaté beaucoup d'effets secondaires à La Réunion. Est-ce qu'il y a aussi des associations, des gens qui se mobilisent pour faire remonter ces effets secondaires, comme on a, nous, en métropole aussi, ces associations qui sont... Alors, il y en a plein, mais notamment maintenant, le problème de toutes ces associations, c'est qu'elles font à chacun un petit peu dans leur sang. Donc, il y a A-Victime, évidemment, AAVICTEAM, et qui est représenté à La Réunion. Merci pour ceux qui l'organisent. Alors, c'est dur, parce que les victimes, elles ont peur de témoigner, elles ont peur de porter plainte. Donc heureusement qu'il y a des associations qui elles-mêmes ont des avocats. Il y a Solidéclat, enfin il y en a plein. Je rappelle Solidéclat qui aide à la remontée des pharmacovigilances, des effets secondaires. Apparemment, c'est un parcours du combattant administrativement pour faire remonter les effets secondaires.
totalement. Et je vais vous donner une anecdote. J'étais à Annecy il n'y a pas très longtemps, sur le Paquier, pour ceux qui connaissent. Il y avait une trentaine de photos à droite et à gauche de la piste cyclable, enfin juste à côté de la piste cyclable, des photos qu'on voit un peu partout avec le nom, prénom, la date des naissances, la pathologie qu'il y a eu quelques jours ou quelques semaines après l'injection, et puis des personnes extraordinaires qui sont là tous les samedis après-midi. Je vous incite vraiment, si vous êtes du côté d'Annecy, d'aller les soutenir. Ils sont là depuis 4-5 ans. Une association que je ne connaissais pas. C'était drôle parce que la veille, j'avais fait une conférence sur Annecy, ils ne savaient pas. Alors, ils m'ont reconnu parce que j'étais conseiller scientifique. Je dis, j'ai donné une conférence. Donc, en fait, il y a énormément d'associations qui ne se connaissent pas. C'est dommage parce qu'en fait, on pourrait faire des actions communes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Arrive un jeune de 20-25 ans qui commence à mettre des graviers sur ses affiches, hop, en disant « Ouais, mais pensez à l'Afrique, s'ils n'étaient pas vaccinés, ils seraient tous morts. » Ok, débat impossible. Le hasard a fait que 10 minutes après arrive un cycliste qui regarde les photos. « Ah ouais, tiens, je ne vous connaissais pas. Ben oui, moi j'ai perdu ma maman, 60 ans, sans aucun antécédent, et qui est décédée d'une embolie pulmonaire quelques jours avec la première ou deuxième dose de Moderna. » Ok. Et ça, c'était le résumé de ce qui se passe la société, qu'on a voulu mettre les gens les uns contre les autres, notamment dans ses propres familles, à qui on a dit non, franchis pas la porte pour Noël, tu nous as amené un gâteau, prends le gâteau, mais je suis désolé, et toutes les familles. C'est horrible parce que ça, réparer des liens familiaux, ça va être dur. On se fait tous avoir. C'est-à-dire que nous, les médecins, on s'est fait avoir probablement dans plein d'autres choses qui n'est peut-être pas les médicaments. Sur ce truc-là, il faut vraiment qu'on se rassemble. Et puis, les personnes qui n'ont peut-être pas trop compris tout de suite ce qui se passait, ils sont probablement bien au-dessus de nous pour d'autres thématiques. Échangeons, continuons d'échanger. N'ayons pas de vengeance par rapport à quelqu'un. Ouais. Par contre, il va falloir que les décideurs quand même rendent des comptes. Et ça, je pense que la justice va s'en occuper. Mais le médecin, le collègue, moi, je pense qu'il faut qu'ils redeviennent nos amis parce qu'on a besoin de médecins. On ne peut pas tout jeter parce qu'ils se sont fait avoir dans le sens. Et même s'il y a eu des conflits d'intérêts, c'est humain. Ne leur en voulons pas trop. Par contre, travaillons ensemble pour au moins financer la recherche pour les traitements des gens qui ont eu des effets indésirables. Et essayer de travailler à la séparation de la médecine et de l'industrie pharmaceutique. Comme il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, il y aurait une grande loi à établir pour éviter cette relation incestuelle entre les lobbies pharma, mais tout type de lobby aussi, et les politiques et les médecins. On voit que par exemple au Parlement européen, et Michel Rivasi en témoignait beaucoup, il y a 3 lobbyistes pour 1 parlementaire. Ouais, alors ça, je ne sais pas comment on va y arriver, mais parce que je pense que c'est dans tous les pays du monde pareil. Mais en tout cas, il faut qu'on ait cette volonté déjà d'essayer, d'informer et de pas prendre crédit comptant ou argent comptant, plutôt tout ce que l'État peut nous dire, notamment par le biais de ce monsieur Stéphane Baird que j'ai découvert à la radio. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein. Oui, je prendrai l'enregistrement comme ça m'intéresse. Ouais, on diffusera. Je vous l'enverrai. Est-ce que c'est vrai que c'est ce genre d'intervention que les gens entendent régulièrement et il faut même plus attention et ça rentre dans le cerveau des Français? 7 heures de route, je l'ai entendu. Il passe toutes les 2 heures à peu près, 2 heures sur toutes les radios. Mais c'est choquant parce qu'en fait, en plus, il dit clairement à la fin que c'est financé par GSK, quoi. Si ça serait financé par l'État, on aurait encore, j'en sais rien, peut-être. Oui, mais c'est clair. Donc, ça veut dire que ce monsieur, mais je pense qu'il est peut-être, je pense qu'en fait, il s'est fait avoir. Il est peut-être de bonne foi. Probablement qu'il est de bonne foi. Et en fait, ce qui est pervers, c'est d'utiliser les personnes de bonne foi pour leur faire passer un message. Sauf que ceux qui le font passer, ceux qui veulent que cette personne le fasse passer, sont moins de bonne foi. Sont moins de bonne foi. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien éthiquement et il faudra rendre des comptes. Est-ce que toi, je voulais te demander pour finir, c'est parce qu'on l'a tous vécu différemment, mais dans ton entourage, dans ta famille, tu étais plutôt soutenu pendant cette période par rapport à tes idées, par rapport à tes convictions, ou est-ce que tu étais plutôt marginalisé? Compliqué. C'est 50-50. Au début, c'était pas du tout 50-50, c'était 101, 100-0. Après, je pense qu'il y a une compréhension qui arrive.
À la limite, on s'en fiche, dans le sens où j'ai un devoir de soignant, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, d'Asclépios, puisque j'ai mis en place dans 6 mairies à La Réunion et dans 2 mairies, Barbera, dans la banlieue de Chambéry, et puis à Brive-sur-Charente, le fameux serment d'Asclépios, ouvert à tous les soignants, qui est donc noté sur les 2 bouquins, qui a été mis en place par un collectif de soignants, collectif santé, et qu'avec leur autorisation, j'ai mis en place dans 6 mairies, avec l'accord des maires, bien sûr, avec la Marianne, Madame la Marianne, qui est donc présente dans chaque mairie, dans les salles de mariage. Et puis ça s'est fait dans 2 autres endroits en France, en mai 2024, 7 mai 2024 à Brive-sur-Charente, pas très loin de La Rochelle, et donc à Barbera. Et c'est donc un serment qui est prévu pour l'ensemble des soignants, parce que finalement, le serment d'Hippocrate, c'est les médecins, Galien, c'est les pharmaciens, il n'y en a pas d'autres. Et on peut penser que si tous les soignants, soignants au sens large, c'est-à-dire le magasinier de l'hôpital, pour nous, c'est un soignant. L'aide à domicile, pour nous, c'est un soignant. La secrétaire médicale, c'est un soignant. Tout simplement parce qu'on leur a obligé de se vacciner, donc s'ils n'étaient pas soignants. Donc voilà. Tous ces gens-là, dans même là, ce qu'on appelle les techniciens de surface, ils ont aussi ils peuvent faire ce serment, énoncer ce serment. C'est un serment où finalement on a 2 témoins. À chaque fois que je fais une conférence, je demande s'il y a des soignants qui veulent. C'est très émouvant. On leur demande qu'est-ce qui vous a emmené à prêter ce serment. J'avais envie, puis il y a des choses à l'intérieur qui me touchent. Et ce serment d'Hippocrate, j'ai eu l'occasion j'ai essayé de voir sur le CNOM, Conseil national de l'ordre des médecins, le site. Mais le serment d'Hippocrate, moi, le mien, il y avait Hippocrate qui était marqué dessus. Il n'y a plus marqué. Vous tapez CNOM, serment d'Hippocrate, et vous voyez, il n'y a plus sous l'effigie d'Hippocrate. C'est fini. Ouais. Et donc, il y a eu pas mal de différents. Mais c'est incroyable que l'ordre s'autorise lui-même à modifier. Donc, depuis 2012, le serment évolue. Et ça plus... en tout cas, c'est plus le même que ce que j'avais prêté en 1989 à la fac de Grenoble. On s'autorise. Donc, pareil, on disait tout à l'heure, les mots peuvent changer, mais ils n'ont plus la même signification. Donc, on parle du serment d'Hippocrate, mais je suis désolé, c'est plus le même. Par contre, le serment d'Asclépios, il est vraiment... on parle de la fin de vie, on parle du secret médical, on parle du consentement éclairé, et c'est un magnifique serment. Voilà, et merci pour ceux qui l'ont écrit. Parce que je pense que beaucoup de soignants peuvent se reconnaître, et encore une fois, la notion de soignant va bien au-delà du médecin et de l'infirmier. C'est intéressant, je ne connaissais pas ce serment d'Asclépios. C'est un demi-dieu, donc, qui est en fait qui est, alors, on ne va pas dire au-dessus d'Hippocrate, mais en amont, qui a vécu avant. C'est intéressant. Écoute, merci infiniment. Est-ce que tu pourrais rajouter un dernier mot pour finir à ceux qui nous écoutent, que ce soit sur ce sujet ou pas, par rapport à la santé en général? Il faut avoir de la joie. Et vous savez, Cécile m'a laissé un message, Maëchak, qui a organisé l'UR. Je ne sais pas si je le dis, Cécile. C'est rompre le secret médical entre nous? Non, on va le dire. Quand j'ai proposé à 600 personnes, à la fin de notre intervention des 5 soignants On veut danser, on veut chanter, ce magnifique clip à laquelle on a participé avec Il Chaffre, et tout le monde était debout. Il faut avoir de la joie. Et ce que je trouve actuellement, c'est que je trouve les gens tristes. Mais ceux qui ont résisté, en général, ils peuvent déprimer, mais ils sont joyeux en fait. C'est un vrai bonheur d'avoir réussi à résister. Des fois, on ne sait pas pourquoi on résiste. C'est une accumulation de faits qui fait que je me retrouve là aujourd'hui un peu par hasard. Donc voilà, ce que je voudrais transmettre, c'est vraiment contaminons tout le monde avec de la joie. Et les gens disent, mais comment tu peux être aussi, tu as été suspendu? Quel bonheur, merci de me le préciser. Tu m'as aidé à être suspendu, peut-être d'ailleurs. Mais je suis heureux parce que je pense que maintenant, on me dit qu'il faut donner le médicament A, je vais quand même regarder la HS, SMR. Est-ce que c'est validé ou simplement parce qu'elle était une jolie blonde qui est venue dans le cabinet du médecin? Ah ouais, je peux venir te rejoindre. Mais quand tu te sentiras, tu reviens. Il n'y a aucune obligation. Il ne faut pas presser. Simplement, sache que plus on attend, plus nos enfants vont subir les conséquences parce que ça va très très vite. Nos penseurs de là-haut, je pense qu'ils ont déjà tout prévu pour les années à venir. Donc, et courage à tous ces soignants, courage aux victimes. Et on a fait d'ailleurs une minute de silence à la fin de Castres et c'était assez émouvant. Donc merci à toutes ces personnes qui permettent de continuer un bruit de fond. Merci à Nexus sur cette thématique qui est loin d'être terminée. Merci en tout cas d'avoir rappelé l'importance de la joie, parce que oui, c'est important de combattre, c'est important de dénoncer, mais c'est important aussi de garder cette énergie
positive, c'est pas bisounours, parce que le corps a besoin de ça. On sait à quel point le stress, l'anxiété peut être le terrain de maladies terribles, parce que le corps ne peut pas vivre dans un environnement stressant, et la joie est un bon antidote à tout ça. Donc, c'est ça. Merci infiniment, Merci Philippe. J'espère que tout le monde, le maximum de gens pourront trouver des médecins comme toi, investis, engagés pour la santé, pour la transparence, pour la liberté, des soignants et des soignés, c'est important. Je rappelle tes 2 ouvrages, Interdit d'exercer, avec la préface d'Alexandra Henrion-Caude et de Martine Vonner aux éditions Libri Nova. Et également Covid-19 par les Bécauses, histoire de vie brisée qu'il a bien fallu reconstruire, toujours chez Libri Nova. Et aussi Nexus, disponible en kiosque, dans toutes les bonnes librairies, Point Presse, et sur nexus.fr. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir pour la liberté d'informer, sans publicité et sans subvention, je le rappelle. Merci infiniment, Philippe. Merci à vous. Pour ta présence, et j'espère à très bientôt. Bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.